Ça avait commencé comme n'importe quel samedi. Le rire de Mika résonnait dans l'allée tandis qu'il s'engageait sur le trottoir avec son vélo. Son casque ondulait et son sac à dos bleu se balançait à chaque coup de pédale déterminé. Je le regardais disparaître au coin de la rue, cette petite lueur d'indépendance que j'avais nourrie depuis qu'il était autonome. La machine à café gargouillait derrière moi, emplissant la cuisine de son parfum familier, chaud et réconfortant. Je soulevai la tasse et sentis la vapeur sur mon visage. Un petit réconfort dans le calme d'une maison conçue pour 3, mais principalement habitée par 2. Alina était à une conférence quelque part en ville, parlant de fusion et de fête, toujours occupée. Cela ne me dérangeait pas. J'avais appris depuis longtemps à trouver la paix dans les petites choses. L'odeur de ce café, le doux murmure du ventilateur de plafond, le sourire persistant de Mika. Puis le téléphone sonna. L'écran afficha un numéro que je ne reconnaissais pas. Bonjour. Ma voix était ferme, mais je sentais le café trembler dans ma main. À l'autre bout du fil, une voix de femme, tendue et tremblante. « Êtes-vous le père de Mika » demanda-t-elle, chaque mot soigneusement placé, comme répété. « Oui » répondis-je, la syllabe atterrissant comme une pierre. Le silence bourdonna, épais et pesant. Puis elle expira. « Il y a eu un accident. » La tasse me glissa des mains et se brisa sur le sol, un jet de céramique et de café. Je l'entendis à peine. Mon esprit se dissipa. Je ne demandais ni quel accident ni où, juste Mika. J'avais l'impression que le monde se réduisait à ce seul nom. Je crois qu'elle parlait encore, mais mes jambes me portèrent jusqu'à la voiture en pilotage automatique. L'allée était floue. Feu rouge, klaxon, trop de piétons, et cette sensation de malaise dans la poitrine. Je ne sais pas comment je trouvais l'hôpital, mais quand je le trouvais, il m'apparut immense et indifférent. Ces murs stériles me mettaient au défi d'espérer. À l'intérieur, tout sentait l'antiseptique et l'anxiété. Une infirmière en blouse bleue me guida dans un couloir qui semblait s'étendre sur des kilomètres. Sa voix était un doux métronome tandis qu'elle m'expliquait quelque chose sur les soins intensifs et les traumatismes crâniens. Je n'entendais rien. Je ne pouvais quitter des yeux le bloc-notes qu'elle me tendait. Un morceau de papier dont je ne me souvenais pas avoir pris. Mon nom défilait dessus. Formulaire de consentement, signature, initiale. Ma main bougeait, mais je n'étais pas là. Puis la porte, la lourde porte des soins intensifs qui m'engloutit dans un sifflement d'air et une lumière blanche éclatante. Et il était là. Mon fils, mon beau, inarrêtable, trop rapide pour son propre bon garçon. Une machine respirait pour lui, son rythme mécanique lui était étranger, se moquant de la façon dont il riait autrefois à ses propres blagues. Des fils couraient de son cuir chevelu, de sa poitrine, de ses bras, une forêt de plastique et de rubans adhésifs. Des tubes serpentaient en lui comme des lianes envahissantes. Les écrans clignotaient, vert, jaune, rouge. Chacun exigeait quelque chose que je ne pouvais pas donner. Je ne bougeais pas. Je ne réfléchissais pas. Je respirais seulement parce qu'il ne pouvait pas. Je comptais chaque mouvement de sa poitrine comme une prière. J'ai tendu la main vers lui, petite, molle, trop froide, et j'ai pressé mon pouce contre sa paume, comme je le faisais quand il faisait des cauchemars. « Papa est là », ai-je murmuré, la voix craquée. « Papa ne va nulle part. » Les médecins allaient et venaient, leur jargon s'entrechoquant. Lésion axonale diffuse, pression intra-anale élevée, pronostic incertain. Chaque phrase me frappait comme un marteau, m'enfonçant plus profondément dans un gouffre dont je ne voyais pas le fond. J'ai essayé de poser des questions, mais mes lèvres étaient lourdes, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Je fixais Mika, espérant qu'il ouvre les yeux, qu'il me serre la main, qu'il fasse n'importe quoi pour me dire qu'il se battait encore. Une infirmière m'a apporté un sandwich à un moment donné, mais je n'y ai pas touché, le pain se recroquevillant sur les bords. Le temps s'étirait et s'effondrait, un accordéon d'agonie. Chaque bip des machines me faisait sursauter. Chaque fois que la porte s'ouvrait, je retenais mon souffle. Et chaque fois que les moniteurs restaient stables, je me forçais à expirer. Je ne savais pas combien d'heures s'étaient écoulées. Peu m'importait. Je ne partirais pas. Pas avant qu'il ne parte. À un moment donné, un médecin, un homme au regard bienveillant dont je n'ai pas retenu le nom, a essayé de m'expliquer la blessure. Une histoire de voiture, de vélo, de casque qui aurait pu lui sauver la vie, mais qui n'avait pas pu arrêter le gonflement. J'ai hoché la tête, mais mes yeux étaient rivés sur le visage de Mika. J'ai mémorisé chaque tache de rousseur,
chaque boucle sombre collée à son front, chaque centimètre de lui qui était encore là. Je voulais être fort. Je voulais être le père qui accepte la nouvelle comme un homme. Mais je ne pouvais pas. Pas cette fois. Les larmes sont montées, brûlantes, incontrôlables, et je les ai laissées couler. L'infirmière n'a pas bronché. Elle m'a serré l'épaule, témoin silencieux de ma rupture. Il est entre de bonnes mains, a-t-elle dit. Je voulais la croire, mais je ne voyais que les tubes, les fils et les draps blancs stériles. J'avais l'impression de faire déjà le deuil d'une vie qui ne m'avait même pas encore quitté. J'ai pressé mon front contre sa main et lui ai murmuré toutes les promesses que je lui avais faites. Que je serais là pour chaque exposition scientifique, chaque jouet cassé, chaque genou écorché. Que je combattrais des dragons si cela pouvait lui permettre de rire à nouveau. Que quoi qu'il arrive, il ne serait pas seul. Je ne savais pas s'il pouvait m'entendre. Mais je l'ai dit quand même, car c'est ce que font les pères. Finalement, l'épuisement m'a rongé. Mon corps s'est affalé dans le fauteuil inconfortable à son chevet. Ma colonne vertébrale s'est excusée auprès de chaque os de mon corps. Mais je n'ai pas fermé les yeux. Je ne pouvais pas. J'ai observé sa poitrine se soulever et s'abaisser régulièrement et je me suis dit que c'était suffisant. Je respirais pour nous deux maintenant. Et jusqu'à ce qu'il revienne, c'était la seule chose que je pouvais faire. 3 jours s'étaient écoulés sans interruption. Chaque heure passée dans cette unité de soins intensifs me semblait une éternité taillée dans la douleur. Je n'avais pas bougé du côté de Mika, sauf pour signer des formulaires ou entrer dans le couloir lorsque les machines bipaient trop fort. Mes vêtements sentaient l'air aseptisé et mon dos me faisait mal à chaque fois que je bougeais dans ce satané fauteuil d'hôpital. Mais je ne pouvais pas partir, même pas pour me changer, même pas pour manger. Chaque inspiration me donnait l'impression de le faire pour lui, de l'inciter à continuer, à se battre pour revenir vers moi. Sa main était chaude et parfois, elle tressauta à mon contact. Un petit signe, disait-on, que son cerveau essayait de guérir. Mais la peur qu'il ne se réveille jamais, que je n'entende plus jamais sa voix, était une douleur sourde et constante dans ma poitrine. Les infirmières étaient gentilles, mais leur compassion me faisait mal. Je n'avais pas besoin de pitié. J'avais besoin que mon fils revienne. Il était tard. Les lumières de l'hôpital se sont atténuées lorsque mon téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre. Je fixais l'écran, Alina. Son nom brillait comme une marque. L'espace d'un instant, j'ai ressenti une pointe d'angoisse. De la colère, peut-être, ou l'écho de l'amour que j'avais éprouvé pour elle, mais il était enfoui sous l'épuisement et l'inquiétude. J'ai répondu. Bonjour, ai-je dit, la voix rauque à cause de trop d'heures de silence. Elle n'a pas perdu une seconde. Demain, c'est l'anniversaire de Céline, a-t-elle dit d'un ton sec et professionnel. Ma sœur attend que tu l'aides à préparer. Elle s'est investie à fond. L'espace d'une seconde, j'ai cru avoir mal compris. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Quoi? J'ai réussi. Elle a soupiré comme si j'étais un fardeau. Ne fais pas ça. Tu savais que ça allait arriver. On doit faire front commun. Ses amis seront là. On a besoin de toi pour manger. Mika est dans le coma, ai-je dit, chaque mot pesant comme du plomb. Il ne s'est pas encore réveillé. Je ne le quitterai pas. Il y eut un silence de son côté. Je l'imaginais lever les yeux au ciel, sa manucure parfaite tapotant quelque chose de cher. Écoute, dit-elle enfin, sa voix descendant dans ce registre froid et mesuré qu'elle avait perfectionné des années auparavant. Si tu ne viens pas, je te coupe les vivres et je demande le divorce. Les mots n'avaient aucun sens au début, comme s'ils avaient été prononcés dans une langue étrangère. Divorcer? Me couper les vivres? Mon cerveau refusait d'en saisir les implications. Je ne pouvais m'empêcher de penser que Mika était allongée dans un lit d'hôpital, luttant pour sa vie, et que sa mère parlait d'une fête d'anniversaire, de la beauté des apparences. Alina, dis-je lentement. Je ne quitterai pas notre fils. Un silence, puis plus tranchant, comme une lame. Si tu ne viens pas, je m'assurerai que tu le regrettes. Je prendrai tout. Tu comprends? Je ne répondis pas tout de suite. Je regardais Mika, mon garçon, si petit, si vulnérable, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous le poids d'une douzaine de machines. Je repensais à tous les projets scientifiques que nous avions réalisés ensemble, à tous les campings dans le jardin, à chaque fois qu'il murmurait « Papa, tu me fais me sentir en sécurité. »
Je repensais à toutes ces nuits où son rire m'avait réveillé depuis sa chambre, et à la façon dont il m'avait toujours fait sourire, même épuisé. Je repensais à la femme à l'autre bout du fil, celle qui m'avait autrefois tenu la main et promis l'éternité. Celle qui menaçait maintenant de tout prendre parce que la fête de sa sœur était plus importante que la vie de son fils. Quelque chose en moi, quelque chose de vieux, de lourd et de longtemps enfoui, se détacha. C'était comme une chaîne qui se brisait, comme un souffle que je n'avais pas expiré depuis des années. Je ne peux pas, dis-je d'une voix ferme et calme. Je ne pars pas, Mika. Ni pour toi. Ni pour Céline. Ni pour personne, ne répondit-elle. Je l'entendis s'arrêter de respirer, de rage ou d'incrédulité. Je n'en savais rien. Puis, du ton le plus froid que je lui ai jamais entendu, alors tu le regretteras. Je ne protestais pas. Je ne suppliais pas. Je ne lui ai pas dit que j'avais toujours été là, même quand elle ne l'avait pas été. Au lieu de cela, j'ai déplacé mon pouce sur l'écran et j'ai effacé son numéro. D'un seul geste, d'un seul geste. Et avec lui, le dernier morceau de son emprise sur moi a disparu. Une infirmière a passé la tête, probablement attirée par ma voix. Je lui ai adressé un léger signe de tête, une assurance que je ne ressentais pas. Je me suis affalé sur la chaise, la tension dans mes épaules se relâchant lentement et douloureusement. Je fixais le visage de Mika, pâle, mais toujours là. J'ai pris sa main, chaude et petite, et je l'ai serrée fort. « Et dis donc, mon pote » ai-je murmuré d'une voix rauque mais certaine. « Je ne vais nulle part. » Promis. J'ai effleuré ses phalanges du pouce, me remémorant toutes les fois où il s'était endormi sur ma poitrine après un cauchemar. « À ta mère ?» Elle a fait son choix. Maintenant, je fais le mien. Je reste ici avec toi. J'ai laissé la vérité m'envahir comme une couverture. Lourd, mais d'une certaine manière libérateur. Trop longtemps, j'avais laissé les exigences d'Alina, ses froides manipulations, façonner mes journées. Je l'avais laissé définir ce qu'était un bon mari, ce à quoi ressemblait un bon père. J'avais laissé ses besoins éclipser tout le reste. Mais plus maintenant. Je sentais cette chaîne brisée, rouillée et brisée, enfin se rompre. À cet instant, j'en avais fini de faire semblant, de jouer le jeu, de tout lui donner alors qu'elle ne me donnait rien en retour. L'homme que j'avais été, l'homme qui s'était laissé faire pour la rendre heureuse. Il était parti. La main de Mike tremblait, et la mienne aussi, un petit miracle qui me serrait le cœur. Je me penchai en avant, pressant mes lèvres contre son front, laissant couler sur mes joues des larmes dont j'ignorais l'existence. « Je suis là », murmurai-je. Je serai toujours là, quoi qu'il arrive. Et dans cette promesse, je trouvais ma force. Quand j'ai rencontré Alina, c'était le genre de femme qui faisait tourner les têtes, posée, gracieuse, chaque mouvement calculé pour un impact maximal. Son ambition était-elle un manteau sur mesure, boutonné à la perfection, et elle savait charmer une pièce avec un simple sourire. J'ai été immédiatement attiré par elle, peut-être parce qu'elle semblait si sûre d'elle, si différente de l'incertitude confuse que je portais en moi. Je pensais qu'elle me rendrait meilleur, plus concentré, plus digne de la vie que je voulais construire. Nous nous sommes rencontrés à la fête de fiançailles d'une amie, le genre d'événement où tout le monde fait semblant de se connaître et échange des politesses comme des cartes de visite. Elle portait une robe crème qui moulait parfaitement. Ses cheveux relevés donnaient l'impression que son cou était incroyablement long. Elle tenait un verre de vin blanc. Je scrutais la pièce du regard comme un prédateur. Quand nos regards se sont croisés, elle a souri, petit, entendu, et j'ai terminé. Je me suis présenté. Elle m'a dit qu'elle travaillait dans les relations publiques, et nous avons échangé des plaisanteries sur l'état pitoyable du service traiteur. C'était facile, naturel. J'avais toujours été doué pour faire rire, et elle aimait ça, du moins au début. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an avant de nous fiancer. Durant cette année-là, elle me donnait l'impression que tout était un test que j'avais la chance de réussir. Réservation de dîner dans les endroits les plus branchés, week-end dans des galeries d'art qui me semblaient indifférents, mais que je faisais semblant d'apprécier. Discussion sur les maisons de vacances et les projets de retraite qui semblaient lointains. Mais j'étais sous le charme, convaincu que son ambition était un signe de maturité, que son goût pour les belles choses signifiait qu'elle se bâtirait une vie à partager. Au début, elle appréciait mon revenu stable d'enseignante. Bref, elle disait que c'était fiable, un mot qui ressemblait à un compliment. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie, son choix, pas le mien,
car elle ne voulait pas perdre de temps avec des proches qu'elle tolérait à peine. Je trouvais ça romantique, juste nous, quelques amis proches, et la promesse de l'éternité. Je n'avais pas vu les failles à l'époque. Ou peut-être que je ne le voulais pas. J'étais trop occupé à être reconnaissant qu'elle m'ait choisi. Mika est arrivée 2 ans plus tard, une surprise qui m'a semblé être la meilleure chose qui me soit arrivée. Son arrivée a tout changé. Je me souviens l'avoir tenue dans mes bras pour la première fois, son petit poing serré, ses yeux cherchant quelque chose de familier. Je lui ai promis la lune à ce moment-là. Je lui ai promis que je serais le genre de père toujours là, le genre qui lui apprendrait à faire du vélo et à monter une tente dans le jardin. Le genre qui ne le laisserait jamais tomber. Alina a changé aussi. Au début, elle s'est investie dans la maternité comme elle s'était investie dans tout le reste. Des vêtements pour bébé parfaitement assortis, des petits pots bio, une chambre d'enfant digne d'un magazine. Mais sous la surface, quelque chose a changé. Elle a commencé à détester la façon dont Mika s'accrochait à moi, sa façon de toujours m'appeler la nuit plutôt qu'elle. Elle mordait pour des petits riens. Un jouet oublié par terre, une trace de crayon sur le mur. Elle m'a traité de petite une fois, m'a dit que je ne rêvais pas assez grand, que je m'étais contenté d'un salaire de classe moyenne alors que j'aurais pu gravir les échelons de l'entreprise. Elle me regardait comme si j'étais une déception, comme elle regarderait un steak trop cuit. J'ai essayé de lui expliquer que j'adorais enseigner, que je trouvais un sens à aider les enfants à développer leur curiosité. Mais elle ne comprenait pas. Elle voulait un statut de luxe. Elle voulait être la femme avec un mari qui portait des costumes sur mesure et avait un bureau d'angle. Pas l'homme qui portait un pantalon kaki et ramenait des expériences scientifiques à la maison pour son fils. Au début, j'ai essayé de lui offrir les deux. Je prenais des cours particuliers supplémentaires le week-end, je faisais du bénévolat pour des comités, n'importe quoi pour gagner un peu plus d'argent et peut-être, juste peut-être, la rendre fière. Mais ce n'était jamais suffisant. Chaque fois que je lui montrais un bulletin de paie, elle soupirait, les lèvres pincées. C'est un début, disait-elle comme si j'étais encore l'enfant à la fête à qui elle avait choisi de donner sa chance. En public, elle était tout en charme et en grâce. L'épouse parfaite. Elle me tenait la main lors des dîners, riait à mes blagues, se vantait même du dernier projet de Mika pour l'Expo Science comme si elle l'avait fait elle-même. Elle avait le don de donner l'impression que nous formions la famille idéale. Mais en privé, c'était différent. En privé, j'étais l'homme qui ne suffisait pas, le mari qui ne s'élevait pas assez haut, le père qui ne disciplinait pas assez, l'homme qui n'atteignait jamais son objectif. Tout devait correspondre à son image, jusqu'à la façon dont Mike s'adressait à elle. Elle insistait pour des chaussures de marque, même s'il les laisserait trop petites au bout de quelques mois. Elle décorait sa chambre avec des couleurs vues dans les catalogues, même s'il avait demandé des posters de super-héros. On ne vit pas dans une bande dessinée, disait-elle en lissant le couvre-lit comme s'il s'agissait d'une pièce d'exposition. J'ai essayé de lui en parler une fois. J'étais rentré tôt du travail. Mika avait un rhume, et je lui avais promis de lui lire son livre spatial préféré. Je l'ai trouvé au téléphone, parlant à sa sœur d'un nouveau club qu'elle voulait rejoindre. Elle riait. De ce rire aigu et cassant qu'elle utilisait quand elle voulait avoir l'air maître de sa vie. J'ai attendu qu'elle raccroche, puis j'ai essayé de lui dire que Mika la réclamait depuis le début de la journée, qu'il voulait passer du temps avec elle. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. « C'est à toi qu'il est attaché », a-t-elle dit. « Prends-toi en main. » C'est là que j'ai su, vraiment su, que la femme que j'avais épousée était une étrangère dans ma propre maison. Je lui avais tout donné, chaque parcelle de moi-même, et pourtant c'était moi qui manquais. Je pensais que l'amour pouvait nous aider. Je me trompais. L'accident de Mika a ouvert la dernière brèche. Dès l'instant où l'appel est arrivé et qu'elle n'a pas tout laissé tomber pour être à ses côtés, c'est là que je l'ai vue telle qu'elle était vraiment. Une femme qui avait plus besoin des apparences que de sa famille. Une femme qui avait toujours fait passer son confort avant ceux qui l'aimaient. J'ai regardé Mika, immobile, dans ce lit d'hôpital, et j'ai su une chose avec une certitude absolue, je ne le décevrai pas. Je ne serai pas le père qui a abandonné, ni le mari qui l'a laissé me façonner en quelque chose que je n'étais pas. Je resterai à ses côtés, même si cela impliquait de rester seul. Et dans cette prise de conscience, j'ai trouvé une force que je ne me connaissais pas. Les jours qui ont suivi l'appel d'Alena m'ont semblé comme une vie à fleur de peau. Je suis resté dans cette chambre d'hôpital avec Mika. Mon monde se réduisait à l'odeur stérile de l'antiseptique et au bip continu des machines qui auraient tout aussi bien pu être le battement de mon propre cœur.
Les infirmières allaient et venaient, parfois avec de petits sourires ou de douces assurances que son état était stable, mais toujours passant au patient suivant, à la crise suivante. J'appréciais leurs soins, mais je voyais dans leurs yeux que Mika n'était qu'un cas comme un autre, un dossier de plus à mettre à jour avant le changement d'équipe. Je ne les blâmais pas, mais j'aurais tant aimé que quelqu'un s'assoie à mes côtés et me pose les questions qui m'empêchaient de dormir. Se réveillera-t-il? Sera-t-il toujours Mika? Rira-t-il comme quand je lui chatouillais les côtes ou quand on construisait des volcans dans le jardin? Se souviendra-t-il des constellations qu'on avait apprises ensemble, de la façon dont on s'allongeait dans l'herbe les nuits chaudes et qu'on les nommait une par une? Serait-il toujours le garçon qui aimait courir si vite qu'il oubliait de regarder où il allait? Au lieu de ça, mon téléphone s'est illuminé de messages du côté de la famille d'Alena. D'abord, c'était Céline. Toujours cette sociable qui m'envoyait un texto, « Dis donc, désolé de te déranger, mais maman te demande pourquoi tu n'es pas à la fête. » Elle dit, « Ça ferait beaucoup pour Céline que tu passes, ne serait-ce qu'une heure. » Même une heure. Comme si une heure loin du chevet de Mika était une chose que je pouvais envisager. Je n'ai pas répondu. Puis est arrivée la mère d'Alena, une femme qui m'avait toujours regardé comme si j'étais un costume mal ajusté. Elle avait hâte de revenir. On est tous inquiets. Son message commençait, mais se terminait ainsi, « Il est important de soutenir Céline. Tu la blesses en ne venant pas. C'est la famille. » La famille. J'ai failli rire. Je me demandais s'ils se souvenaient seulement du nom de Mika ou de la forme de son sourire. Je me demandais s'ils avaient seulement posé des questions sur l'accident, comment il s'était blessé, à quel point j'avais failli le perdre. Le groupe de discussion. Les cousins d'Alina, ses amis, bourdonnaient sur le même ton. Pourquoi n'es-tu pas là? Ne gâche pas la journée de Céline. Tu as toujours été difficile. Aucun d'eux n'a posé de questions sur Mika. Aucun d'eux ne s'est demandé ce que pouvait ressentir un père en voyant son fils unique se battre pour sa vie, tandis que le reste du monde s'inquiétait des parfums de gâteaux et des centres de table. Je restais là, le téléphone à la main, à parcourir des messages qui ressemblaient à des accusations, chacun minant ma détermination. Mais alors, j'ai regardé Mika, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant, un miracle en soi, et j'ai senti quelque chose se durcir en moi. J'en avais assez de m'excuser. J'en avais assez de prétendre pouvoir concilier leurs attentes avec les besoins de mon fils. J'étais son père, et dans cette pièce, rien d'autre n'avait d'importance. Une des infirmières, une femme au regard bienveillant nommée Ao, m'apporta une tasse de café frais, ma première depuis ce qui me sembla être des jours. Elle remarqua le téléphone dans ma main et la façon dont mon pouce bougeait. « Quelque chose comme ça, murmurai-je. » Elle resta assise près de moi un moment, sa présence calme et stable dans le chaos des alarmes et des voix chuchotées. « Vous savez, dit-elle au bout d'un moment, on voit beaucoup de familles passer par ici. Certaines se serrent autour d'elle, d'autres. » Mais elle hésitait, choisissant ses mots avec soin. Certaines ont du mal à comprendre l'essentiel. Je la regardais et, pour la première fois depuis l'accident, je sentis les larmes me monter aux yeux. « Il s'inquiète plus d'une fête, murmurai-je. »« Une fête ?» Ao hocha la tête, son expression s'adoucissant. « Alors tu fais ce qu'il faut. Il a besoin de toi ici et on dirait que tu as tout autant besoin de lui. » Elle me tapota la main et me laissa à mes pensées. J'éteignis mon téléphone. Le silence qui suivit me parut comme un cadeau. Je me penchai en avant, la tête près de la main de Mika, sentant sa chaleur malgré les fils et le ruban adhésif. Je repensais à ceux qui m'envoyaient des SMS, à ceux qui prétendaient se soucier de moi, et je réalisais une chose douloureuse mais vraie. Nous avions construit une vie qui paraissait parfaite de l'extérieur, mais qui était creuse au fond. Chaque fête, chaque dîner, chaque photo soignée avait été une mise en scène. J'avais joué le jeu, persuadé qu'un jour, il nous verrait, Mika et moi, pour qui nous étions vraiment. Un père et son fils qui voulaient juste se suffire à nous-mêmes, mais ils ne l'avaient pas fait, et peut-être ne le feraient-ils jamais. J'inspirais profondément et laissais la colère me filer entre les doigts. Je n'avais pas besoin d'eux. Mika n'avait pas besoin d'eux. Nous avions besoin l'un de l'autre. C'était suffisant. La porte grinça et un médecin entra. Dr Kerr, un homme sérieux, au regard bienveillant et au ton neutre. Il consulta le dossier médical de Mika, les sourcils froncés à la lecture du dernier scanner. Sa pression intra-anale est stable, dit-il. C'est une bonne nouvelle. Il me lança un regard direct. Je sais que c'est dur,
mais il montre de petits signes d'amélioration. On a juste besoin de temps. Du temps? C'était à la fois une bénédiction et une malédiction. Chaque minute était un combat. Chaque heure une question à laquelle je ne pouvais répondre, mais j'ai hoché la tête. Merci, ai-je dit d'une voix plus assurée que je ne le pensais. Lorsqu'il est parti, j'ai rapproché ma chaise du lit de Mika et lui ai repris la main. Tu n'es pas seul, mon pote, ai-je murmuré. Je suis toujours là. J'ai posé ma tête sur le bord du lit, le poids de l'épuisement me pesant, mais je n'ai pas fermé les yeux. Je ne pouvais pas. Chaque inspiration qu'il prenait était une victoire, et je n'allais pas en manquer une seule. Le texto pouvait attendre. Les fêtes d'anniversaire et les obligations familiales pouvaient s'effondrer. Seul comptait le rythme régulier de la respiration de Mika. La façon dont ses doigts tremblaient parfois, le fragile espoir qu'il ouvrirait les yeux et me verrait attendre. Et quand ce jour viendrait, quand il se réveillerait enfin, je me suis promis d'être la première. Le visage qu'il voyait. Je lui dirais que je ne l'avais jamais quitté. Que je resterais parce que c'est ce que font les pères. Parce qu'il était mon fils, mon tout. Et peu importe combien de personnes essayaient de m'éloigner, je le choisirais toujours. J'étais assise là, dans cette pièce silencieuse, le monde extérieur s'estompant. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti en paix. Plus de faux semblants. Plus de comédie. Juste moi et mon garçon. Et à cet instant, c'était suffisant. C'est l'infirmière AO qui l'a vu la première. J'avais fixé le visage de Mika si longtemps que chaque détail était gravé dans ma mémoire. Les taches de rousseur éparpillées sur son nez, la courbe douce de ses cils, la façon dont ses cheveux bouclaient obstinément, même dans l'humidité des soins intensifs. J'étais tellement concentré sur sa respiration, chaque soulèvement et abaissement de sa poitrine, chaque léger changement dans le bip régulier du moniteur que j'avais cessé de voir les petits signes de changement. Mais AO avait une perspective différente. Elle avait vu des centaines d'enfants dans ces situations. J'ai vu la différence entre un corps immobile et un corps qui se battait pour revenir. Bam, LTON, dit-elle doucement, la main sur mon épaule. Regarde. Mon cœur se serra tandis que je reportais mon regard de l'écran vers la main de Mika, petite et pâle, posée sur le drap blanc amidonné. Un instant, je crus l'avoir imaginé, que le stress et le manque de sommeil me jouaient des tours. Mais je la revis, un léger tressaillement de ses doigts. C'était si léger qu'on aurait pu croire à un spasme, juste à un raté de neuro. Mais les yeux d'Ao brillaient, et elle hocha la tête, son sourire discret mais certain. C'est vrai, dit-elle. Lee laissait. Le son qui s'échappa de mes lèvres n'était ni un rire ni un sanglot, mais quelque chose de brut et de désespéré qui emplit la pièce. Je sentis mes genoux faiblir, mon corps tout entier s'affaisser contre le bord du lit, comme si j'avais soutenu le monde et que je réalisais seulement maintenant que je pouvais le poser. Je pressai ma main contre la sienne, chaude et fragile, et murmurai son nom comme une prière. Mika, mon pote, c'est papa. Je suis là. Ses paupières ont clignoté une fraction de seconde, suffisamment pour que je me précipite sur le bouton d'appel. La pièce s'est emplie du bruit des infirmières et des médecins, un tourbillon de mouvements presque intrusifs après les longues journées d'attente et de désespoir silencieux. Le docteur Hart est apparu, son visage affichant un professionnalisme serein, mais ses yeux trahissaient une toute autre histoire. L'espoir, prudent, mais réel. Il a fait un geste vers les moniteurs, les rides de ses sourcils s'adoucissant à la lecture des données. On réduit sa sédation, a-t-il dit d'une voix mesurée. Son activité cérébrale évolue positivement. Il s'est penché vers Mika, parlant doucement mais avec conviction. Salut Mika. On est là. Tu es en sécurité. Je me suis penché si près de lui que j'ai senti la chaleur de son souffle. Ses lèvres ont légèrement bougé et j'ai perçu un son ténu, comme un soupir, mais avec une intention cachée. Des larmes ont brouillé ma vision, mais je refusais de détourner le regard. J'attendais ça depuis des jours et je n'allais pas en manquer un seul instant. Mika, murmurai-je à nouveau, la voix brisée par le poids de tout ce que j'avais porté. On est là. Ton père ne va nulle part. Les infirmières ajustaient les tubes et vérifiaient les moniteurs, leurs gestes calmes et répétés. L'une d'elles me sourit en ajustant le débit d'oxygène, le regard bienveillant. C'est un battant, dit-elle, ces mots faisant l'effet d'une bombe sur mes nerfs à vif. Oui, dis-je en traçant des cercles sur le dos de sa main avec mon pouce. Il a toujours été un battant.
Je repensais à toutes les fois où il s'était écorché les genoux sur la cour de récréation. Sa façon de rebondir à chaque fois, un sourire aux lèvres et une étincelle de défi dans les yeux. Cette même étincelle était là maintenant, enfouie sous des couches de sédatifs et de traumatisme, mais elle luttait pour s'extirper. Je la sentais. Le docteur Hart se pencha à nouveau, l'air pensif. « On va le surveiller de près, dit-il. C'est bon signe, mais ce n'est que le début. Continue de lui parler. Fais-lui savoir que tu es là. » J'ai hoché la tête, incapable de me fier à ma voix. J'ai repoussé ses cheveux de son front et lui ai murmuré tout ce que je gardais en moi depuis des jours. Comme j'étais fier de lui, combien je l'aimais, combien j'étais désolé de ne pas pouvoir apaiser cette douleur. Je lui ai parlé de la fusée que nous allions construire ensemble, du camping que nous avions prévu, du glacier où il me suppliait de l'emmener. Je lui ai peint l'avenir, espérant qu'il y retrouverait son chemin. Chaque mouvement de ses doigts était comme une bouée de sauvetage, la promesse qu'il était toujours là, qu'il se battait encore. J'observais sa poitrine se soulever et s'abaisser avec une révérence indescriptible. Chaque respiration était un miracle, chaque battement de cœur un cadeau que je ne tiendrai plus jamais pour acquis. Les heures passaient dans un brouillard de mots murmurés et de caresses douces. Les infirmières allaient et venaient, leur voix douce et encourageante. Elles m'apportaient de l'eau, me proposaient des pauses que je n'avais jamais vues. Il prit, me rappela de manger, même si je n'imaginais pas avaler une seule bouchée. Mon monde s'était réduit à l'espace entre Mika et moi, et je ne voulais le quitter pour rien au monde. À un moment donné, peut-être au cœur de la nuit, peut-être au petit matin, je sentis ses doigts frémir à nouveau, plus fort cette fois. Ses paupières battirent, et pendant un bref instant glorieux, je vis ses yeux, flous et hébétés, mais ouverts. Mon souffle se coupa et je serrai doucement sa main, craignant qu'en la lâchant, il ne s'échappe à nouveau. « Et Mika » murmurai-je d'une voix tremblante. « Tu m'entends ? C'est papa. Je suis là, mon pote. » Ses lèvres s'ouvrirent et un son, faible, brisé, mais le sien s'échappa. Un bruit qui était plus qu'un soupir, plus qu'un réflexe. C'était lui qui tendait la main à travers le brouillard. Des larmes coulaient sur mon visage tandis que je me penchais, pressant mon front contre le sien. « Je suis là » ai-je étouffé. « Je ne vais nulle part. » Promis. Les infirmières se tenaient à proximité, prêtes à intervenir. Mais elles nous ont offert cet instant précieux et fragile où mon fils est revenu à moi, ne serait-ce que pour une seconde. Je pouvais voir le poids de ses efforts dans chaque battement de paupières, chaque infime mouvement de ses lèvres. Il se battait, et je me battais avec lui. À cet instant, j'ai senti le monde basculer, l'obscurité se dissiper juste assez pour que l'espoir s'insinue. Ce n'était pas fini. Mon Dieu, je savais que ce n'était pas fini, mais c'était un début. La promesse que le garçon que je connaissais était toujours là, qu'il se battait pour revenir vers moi. J'étais assise là, lui tenant la main, murmurant chaque la promesse que je lui avais faite, et mille autres. Je lui ai parlé de la fusée que nous allions terminer, du trophée de l'Expo Science qu'il allait gagner, des cieux nocturnes que nous explorerions ensemble. J'ai peint un monde où il pourrait revenir, un monde où il serait en sécurité, où il serait aimé, où il ne serait jamais seul. Et tandis que les machines bipaient à leur rythme régulier, tandis que les infirmières entraient et sortaient avec une attention experte, j'étais absolument certaine d'une chose. Peu importe le temps que cela prendrait, peu importe les difficultés du chemin à parcourir, je serais là pour lui à chaque étape. Toujours. Il était tard le soir, l'hôpital était silencieux, à l'exception du léger bourdonnement des machines et du léger bruit occasionnel des pieds des infirmières sur le sol ciré. Je n'avais pas quitté Mika depuis qu'il avait remué les doigts pour la première fois, terrifié à l'idée de rater un autre petit miracle en clignant des yeux trop longtemps. Les moniteurs bipaient à leur rythme régulier, un étrange réconfort au milieu de ce chaos. Mika avait oscillé entre l'inconscience et la perte de conscience tout au long de la journée. Ses yeux palpitaient comme des ailes de papillon. Chaque fois qu'il s'ouvrait, même une seconde, je sentais mon cœur se serrer comme une branche emportée par le vent. Là-haut, toujours douce, m'avait expliqué que la sédation diminuait lentement. C'est bon signe, avait-elle dit d'une voix basse mais pleine d'espoir. Il essaie de se réveiller. Mais j'avais vu trop de peur dans ses yeux pour laisser cet espoir s'installer complètement. Alors je suis resté, sa main et la mienne, mon pouce traçant de petits cercles sur sa peau, murmurant sans cesse les mêmes mots. Je suis là. Tu n'es pas seul. À 21h04, alors que les lumières du plafond s'éteignaient et que l'hôpital ressemblait plus à un tombeau qu'à un lieu de guérison,
les yeux de Mika s'ouvrirent enfin complètement. Ils étaient troubles, flous, mais c'étaient les siens. Je me suis penché, le souffle coupé. « Et Mika » ai-je murmuré, le mot tremblant. « C'est papa. Tu m'entends » Son regard erra, dérivant entre les lumières du plafond et mon visage, comme s'il essayait de déterminer ce qui était réel. Puis il cligna des yeux, lentement et délibérément, les sourcils froncés comme s'il se souvenait de quelque chose. Je lui serrai doucement la main, espérant qu'il me trouverait à travers le « Dis donc, mon pote » dis-je doucement. « Si tu ne peux pas encore parler, ce n'est pas grave. Cligne des yeux si tu m'entends. » Il cligna de nouveau des yeux, plus lentement cette fois, et une larme coula au coin de son œil. « Et Mika » continuai-je d'une voix rauque. « Tu es sain et sauf. Tu vas bien. Peux-tu me dire ce qui s'est passé » Je ne savais même pas ce que je demandais. Une partie de moi avait juste besoin de comprendre comment il avait atterri là, brisé et si petit dans un lit qui semblait l'engloutir tout entier. Il essaya de parler, les lèvres entr'ouvertes, mais aucun son ne sortit, juste un grincement sec qui me fit mal à la poitrine. Ao, qui s'était glissé dans la pièce à un moment donné, posa une main réconfortante sur ma poitrine. « Laisse-lui le temps » dit-elle en lui tendant un tableau blanc et un marqueur. Je la remerciai du regard, incapable de formuler mes mots. Je déposai délicatement le tableau sur les genoux de Mika, guidant sa petite main vers le marqueur. Ses doigts tremblaient tandis qu'il le serrait, ses jointures blanchies. Lentement, péniblement, il étala un seul mot. « Papa » les lettres tremblaient, à peine lisibles, mais c'étaient les siennes. J'exhalai un souffle que je ne savais pas avoir retenu. « Je suis là, fiston. Prends ton temps. » Il marqua une pause, le marqueur suspendu au-dessus du tableau comme une épée trop lourde à soulever. Il me regarda, le regard plus clair maintenant, mais empli d'une pensée qui me retourna l'estomac. La peur peut-être, ou la culpabilité. Puis il recommença à écrire, les lettres irrégulières et irrégulières. J'ai été blessé à cause de maman, il marqua une pause, le marqueur lui tombant des doigts. Sa respiration devint saccadée et je vis la panique se dessiner sur son visage. J'appuyai sur le bouton d'appel, le cœur battant la chamade. Une infirmière entra en courant, le visage d'un calme acquis. « Doucement, Mika » murmura-t-elle en ajustant sa tubulure d'oxygène. « Respire profondément. » Il cligna des yeux, des larmes coulant sur ses joues. Je le serrai dans mes bras autant que les fils et les tubes le permettaient. Ma voix était douce mais pressante. « Tu vas bien. Tu es en sécurité. Papa est là. Tu n'es pas obligé de tout dire d'un coup. » Il ferma les yeux, épuisé, son petit corps tremblant sous l'effort d'écrire ces quelques mots. Je regardai le infirmière, le désespoir dans la voix. « Que voulait-il dire » demandai-je, même si je sentais déjà la réponse se tordre au creux de mon estomac comme un serpent. Elle secoua la tête. « Laissons-lui le temps, dit-elle doucement. Son esprit et son corps ont traversé beaucoup d'épreuves. » J'acquiesçai d'un air hébété, les mains tremblantes tandis que j'essuyais les larmes de son visage. « Tout va bien, mon pote, murmurai-je. Je ne vais nulle part. Quand tu seras prêt, je serai là. » Des heures passèrent dans cette pièce, le tableau blanc abandonné sur la table de chevet. J'observais sa poitrine se soulever et s'abaisser. Chaque respiration me rappelait le combat qu'il avait déjà mené. Mon esprit se bousculait, les souvenirs se heurtant dans un kaléidoscope de confusion et de douleur. Qu'avait fait Alina? Que avait-elle dit? Pourquoi était-il là, au juste? Lorsque l'infirmière nous laissa de nouveau seuls, la pièce sembla d'un silence insondable. Je me penchai vers lui, pressant mon front contre le sien. « Tu es en sécurité maintenant, murmurai-je. Quoi qu'il soit arrivé, tu peux me dire quand tu es prêt. Je te promets de t'écouter. » Il ouvrit les yeux, ces mêmes yeux marron foncé qui m'avaient toujours regardé comme si j'avais accroché la lune. Il essaya de parler à nouveau, sa voix murmurant comme un cheval. « Elle, dit-elle. » Il toussa, son corps tremblant sous l'effort. Je tendis la main vers le gobelet d'eau, tenant la paille contre ses lèvres. Il but une gorgée, ses petites mains serrant le gobelet comme une bouée de sauvetage. Elle dit qu'il avait réessayé, la voix tremblante. Elle ne voulait pas que je rentre, dit-elle. Elle avait besoin d'espace pour la fête. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing en pleine poitrine. Je sentis l'air quitter mes poumons, le monde basculer sur son axe. Elle m'a dit de sortir,
murmura-t-il. Je dis que je ne me sentais pas bien, mais elle toussa de nouveau. Je tendis de nouveau la main vers l'infirmière, mais il leva une main, petite mais déterminée. Je suis partie parce qu'elle était folle, dit-elle. Ne me fais pas regretter. Ses yeux se remplirent de larmes. Papa, je suis désolé. Je secouai la tête, mes propres larmes coulant à flots. Non, Mika. Non, tu n'as rien fait de mal. Rien. Ce n'était pas ta faute. Tu m'entends? J'ai tenu son visage entre mes mains, faisant attention au fil et au tube, et je l'ai forcé à me regarder. Tu n'as rien fait de mal. Il a cligné lentement des yeux. Sa respiration s'est améliorée, et j'ai vu une lueur de soulagement dans ses yeux. Papa, a-t-il murmuré, et ce mot a fait l'effet d'une bombe sur mon cœur brisé. Je suis là, ai-je dit, la voix chargée d'émotion. Je serai toujours là. À cet instant, j'ai ressenti le poids de chacun de mes choix. Chaque fois que j'avais laissé passer la froideur d'Alina sans la contrôler. Chaque fois que je me suis convaincu que c'était juste le stress, son travail ou son besoin de contrôle, je voyais maintenant aussi clairement que la lumière de la lune filtrant à travers les stores que j'avais été aveugle. Je l'avais laissé définir les limites de notre famille. Et maintenant, mon fils en avait payé le prix. Mais c'était fini. J'ai embrassé le front de Mika, lui promettant silencieusement que les choses seraient différentes, qu'il ne se sentirait plus jamais indésirable ou abandonné. Que quoi qu'il en coûte, je le protège de tout mensonge, de toute manipulation, de toute indifférence. Et dans cette chambre d'hôpital silencieuse, tandis que les machines bipaient régulièrement, je me suis juré de ne plus jamais le laisser endurer une telle souffrance. Pas tant que je respirais. Pas tant que j'étais son père. Et je serai toujours son père, pour toujours. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Mon esprit repassait les mots de Mika en boucle. Le chagrin dans sa voix, les larmes dans ses yeux, comme s'il avait fait quelque chose de mal, comme s'il l'avait trahi. Ma propre culpabilité me rongeait de ne pas l'avoir vu plus tôt, de ne pas l'avoir protégé d'une mère qui avait privilégié son confort à celui de son enfant. J'avais passé tant d'années à me dire qu'elle était juste fatiguée ou stressée, ou que je pouvais y remédier en étant meilleur, en prenant plus de responsabilités. Mais il n'y avait plus d'excuses maintenant. Au matin, la respiration de Mika avait retrouvé un rythme régulier, les moniteurs moins alarmants qu'avant. Il avait toujours l'air fragile, les bandages lui marquaient la peau, mais ses yeux étaient plus clairs, comme si le brouillard s'était dissipé et l'avait laissé à vif, mais présent. Il tourna la tête vers moi tandis que j'étais assise à ses côtés. Et pendant une seconde, il redevint mon garçon. Le même garçon qui avait passé des heures à ramasser des pierres dans le jardin, qui avait posé 1000 questions sur les étoiles, qui avait toujours su que je serais là pour y répondre. Je me penchai, écartant une boucle de son front. « Salut, mon pote, dis-je d'une voix douce. Tu n'es pas obligé d'en parler si tu n'es pas prêt. » Mais il hocha la tête. Un petit geste déterminé. « Papa, murmura-t-il d'une voix rauque, mais assez forte pour me briser à nouveau. Il faut que je te le dise. Bon, dis-je, la poitrine serrée. Je t'écoute. Il prit une inspiration tremblante. Shay dit qu'elle avait besoin d'espace. Ses doigts agrippèrent la couverture comme si c'était la seule chose solide au monde. Elle était au téléphone avec tante Célène. Je l'entendis rire. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une maison sans enfants pour une fois. Sa lèvre tremblait. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Je lui ai dit que je voulais rester à la maison. Elle s'est mise en colère. Elle me l'a dit. Elle m'a dit d'aller faire du vélo. Ne me fais pas regretter de t'avoir, a-t-elle dit. Ses larmes ont alors coulé, chaudes et abondantes, et je les pris dans mes bras aussi délicatement que possible, les tubes s'entremêlant entre nous. Mais tu n'as rien fait de mal, ai-je dit férocement, mes propres larmes coulant sans retenue. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, Mika. Tu m'entends? La meilleure chose. J'ai senti un petit corps trembler tandis qu'il pleurait, chaque lame de sabbat dans ma poitrine. J'aurais aimé pouvoir supporter chaque douleur, chaque mot qu'elle lui avait lancé, et les enfermer à jamais. Il s'est reculé, ses yeux scrutant les miens. J'ai essayé de rouler comme elle l'avait dit, mais j'étais si triste. Papa, je ne voyais rien. Je ne voyais pas la voiture. Sa voix s'est brisée et son visage s'est décomposé. C'est ta faute. Non, dis-je d'une voix rauque. Ce n'est pas ta faute. Pas du tout. Tu as fait ce qu'elle t'a dit de faire.
tu as essayé d'être bon même quand elle avait tort. Ce n'est pas ta faute, Mika. C'est la sienne. J'ai pressé mon front contre le sien, mes larmes se mêlant aux siennes. Et je te promets que je ne laisserai plus jamais personne te faire ressentir ça, jamais. Il hocha la tête, mais je voyais la culpabilité s'accrocher à lui comme une ombre. Je le serrai plus fort, souhaitant pouvoir m'infiltrer dans sa douleur et la porter pour lui. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était le serrer dans mes bras et lui faire savoir que cette fois, je ne le lâcherais pas. Lorsqu'il s'est enfin rendormi, la respiration lente, et même moi, assise là, à le regarder, l'esprit noyé dans une tempête de souvenirs, j'ai repensé à toutes les fois où j'avais vu Alina le repousser parce que son appel ne pouvait pas attendre, parce qu'elle avait besoin de silence pour une conférence, ou parce qu'une fête était plus importante que son propre enfant. J'ai repensé à mes tentatives d'explication, me disant qu'elle était dépassée. Ou que je pouvais la contrebalancer. J'avais eu tort. Tellement tort. L'infirmière vérifia ses constantes et me lança un regard compatissant. L'île se repose, dit-elle doucement. Tant mieux. J'acquiesçai, la gorge serrée, incapable de trouver les mots. Elle hésita, puis demanda, souhaitez-vous appeler quelqu'un? Quelqu'un que vous voulez avec vous? J'y repensai. À la famille qui avait inondé mon téléphone de demandes pour l'anniversaire de Célène, qui avait agi comme si l'accident de mon fils était un désagrément plutôt qu'une tragédie. À la belle-mère qui m'avait jugé dès le début et à la belle-sœur qui avait ri en disant qu'il fallait que la maison soit sans enfant. À Alina dont l'absence dans cette pièce était plus éloquente que n'importe quelle excuse. Non, dis-je finalement d'une voix ferme. Personne d'autre. Et à cet instant, je le pensais vraiment. J'avais passé des années à jouer le bon mari, le pacificateur, l'homme qui maintenait tout en ordre. Mais cet homme était parti. Je n'avais plus qu'un seul travail, maintenant. Protéger mon fils. Les heures passaient dans un flou d'écran et de prières murmurées. Je signais des formulaires, saluais les médecins, répondais à des questions que je comprenais à peine. Mais au fond, une rage lente et brûlante montait en moi. Je ne pouvais m'empêcher de repenser aux paroles de Mika. Ne me fais pas regretter de t'avoir eu. Quel genre de mère disait ça à un enfant? Quel genre de personne? Le soir venu, j'avais pris ma décision. J'avais laissé la famille d'Alina définir nos vies trop longtemps. Des dîners où Mika devait rester silencieux. Des anniversaires où il n'était qu'une pensée secondaire. J'avais laissé les ambitions d'Alina façonner ma façon d'être parent. Toujours à essayer de lui suffire pour répondre à ses attentes en constante évolution. Mais Mika n'avait pas besoin de ça. Il avait besoin de moi, juste de moi. Du père qu'il aimait inconditionnellement, qui voyait sa valeur même quand le monde ne la voyait pas. Je me penchai vers lui, pressant mes lèvres contre son front. Je te le promets, murmurai-je d'une voix ferme malgré mes mains tremblantes. Je vais faire les choses bien, coûte que coûte. À cet instant, j'ai ressenti le poids de tous mes choix, bons et mauvais. Et le chemin qui m'attendait, je le savais, ne serait pas facile. Alina ne lâcherait pas prise sans se battre. Mais je me battrais aussi. Pour Mika, pour chaque rire, chaque carte du ciel, chaque genou écorché, chaque fois qu'il m'appelait, papa, je restais là, étirant mon dos raide. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une étincelle de détermination. Les médecins s'occuperaient de sa guérison. Les infirmières surveilleraient ses constantes, mais moi seul pouvais m'assurer qu'il ne se sentirait plus jamais indésirable. Qu'il ne douterait jamais d'être aimé. Qu'il n'entendrait plus jamais ces mots de sa bouche. Je l'ai regardé, mon fils, mon monde, et j'ai murmuré une dernière promesse, tu es tout pour moi, Mika, et je ne te regretterai jamais, et je suis là avec chaque morceau de mon cœur brisé. Je suis dedans. Le soleil matinal se déversait faiblement et incertainement à travers les fenêtres de l'hôpital, transformant les murs blancs en une toile pâle pour la journée à venir. Je n'avais pas dormi. Pas vraiment. Juste somnolé par intermittence, me réveillant en sursaut à chaque mouvement de Mika. Chaque bip d'une machine, chaque murmure d'une infirmière, j'avais perdu le compte du nombre d'heures passées assis sur cette chaise en plastique dur, à fixer son visage, à souhaiter qu'il guérisse plus vite que son corps ne le lui permettait. Mon univers s'était réduit aux quatre coins de la pièce, au bip régulier des moniteurs et à la promesse que j'avais faite. Je ne le quitterais pour rien au monde, pas même pour elle. J'étais à mi-chemin d'une tasse de café amer lorsque j'entendis du brouhaha devant la porte. Des voix aiguës, étouffées, pressantes,
comme si elle répétait un scénario avant de monter sur scène. Puis la porte s'ouvrit et l'air se transforma, s'épaississant du parfum de mélange floraux coûteux, sous le poids d'attentes inexprimées. Alina entra la première, impeccable comme toujours, les cheveux relevés en un chignon bas et élégant, le maquillage parfait, sa robe la moulant comme une seconde peau. Derrière elle venait Soline, les bras croisés, les lèvres pincées dans cette moue d'entraînement qui lui donnait toujours l'air d'avoir goûté un aliment amer. Leur mère, Eleanor, fermait la marche, drapée dans un châle de créateur, la posture raide, imprégnée de l'autorité que l'argent pouvait acheter. Le regard d'Alena se posa sur Mika, l'air indéchiffrable. Elle ne s'approcha pas de son lit, ne lui prit pas la main. Au lieu de cela, elle tourna son regard vers moi, froid et perçant. « Tu as fait une sacrée scène », dit-elle comme si nous étions au milieu d'une salle de réunion, et non d'une unité de soins intensifs. Je restais immobile, lente et posée, sentant chaque muscle de mon dos protester après les heures passées voûtées sur cette chaise. « Une scène », répétai-je à voix basse. « Notre fils a failli mourir. »« Leilina, ce n'est pas une scène. C'est une tragédie. » Elle tressaillit à peine avant de lisser ses traits dans ce masque poli qu'elle portait depuis le jour où je l'avais rencontrée. « Nous ne sommes pas là pour nous disputer », intervint Eleanor, s'avançant tel un général, prenant le contrôle du champ de bataille. Sa voix était mielleuse, mais chaque syllabe était pleine de condescendance. « Et discutons calmement. »« Viens. » Le mot résonnait en moi comme une bille dans une boîte de conserve. Le calme était réservé au dîner et aux disputes polies autour d'un verre de vin. Le calme était réservé à ceux qui n'avaient pas seulement vu leur fils se battre. À chaque respiration. J'inspirais lentement, les poings serrés à mes côtés. « Tu veux du calme ?» demandai-je, la voix tremblante sous l'effort pour rester calme. « Où étais-tu quand Mika a été hospitalisé d'urgence? Où étais-tu quand il était allongé là, luttant pour sa vie? Aucun de vous n'a appelé. Aucun de vous n'a posé de questions. Et maintenant qu'il est réveillé, tu t'en soucies soudain. » Soline leva les yeux au ciel, les bras croisés plus fort sur sa poitrine. « Nous avions des obligations », lança-t-elle. C'était l'anniversaire de Soline, ajouta-t-elle, comme si c'était une raison valable d'abandonner un enfant en crise. Tu sais combien ce jour était important pour elle. J'ai ri, d'un rire rauque et amer qui a empli la pièce stérile. L'important pour elle? Tu es en train de me dire qu'une fête était plus importante que ça. J'ai fait un geste vers le lit de Mika, les machines et les fils, et le petit garçon fragile qui avait failli disparaître à jamais. Elena a serré la mâchoire. Ne dramatise pas, a-t-elle dit d'une voix saccadée. Nous sommes tous très stressés. Tu ne comprends pas ce à quoi je suis confronté. Les attentes, les exigences, la façon dont les gens parlent quand tu n'es pas là pour les gérer. J'avais besoin de garder le contrôle. Le contrôle, ai-je répété, la voix s'élevant malgré tous mes efforts. Tu as laissé ton fils seul pour organiser une fête. Il t'a supplié de rester et tu lui as dit d'aller faire du vélo. Il ne voulait pas y aller, Alina. Il me l'a dit. Et puis il s'est fait renverser par une voiture parce qu'il essayait de te faire du bien. Parce qu'il ne voulait pas que tu regrettes de l'avoir eu. Le silence engloutit la pièce comme une vague, les mots flottant dans l'air comme de la fumée. Le visage d'Eleanor se vida de ses couleurs, sa main parfaitement manucurée serrant son sac de créateur comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Soline se déplaça, son regard se fixant au sol. Seule Alina tint bon, même si ses yeux vacillèrent un instant, comme s'il s'agissait de peur. « Tu déformes les choses », dit-elle finalement d'une voix sèche mais plus faible qu'avant. « Tu ne comprends pas la pression que je subissais. »« Les appels suffisent », dis-je d'une voix froide comme l'acier. « Il a 11 ans. Il avait besoin de toi et tu l'as repoussé. Ce n'est pas de la pression, Alina. C'est un échec. » Je me tournai vers sa mère qui avait ouvert la bouche pour parler. « Et toi? Tu as passé toute sa vie à le regarder comme s'il était un accessoire, un élément de ton portrait de famille parfait. Mais ce n'est pas le cas. C'est un garçon, un fils, mon fils, et je ne te laisserai plus le traiter comme ça. » Les lèvres d'Eleanor se pincèrent en une fine ligne désapprobatrice. « Nous ne voulons que le meilleur pour Mika, dit-elle d'une voix cassante. Je secouai la tête, la rage et le chagrin se mêlant comme l'huile et l'eau. Non, tu veux le meilleur pour ton image. Il y a une différence. Je regardai Alina, soutenant son regard jusqu'à ce qu'elle n'ait d'autre choix que de croiser le mien. Mika m'a tout raconté de tes paroles,
de ce que tu lui as fait ressentir, et je te fais une promesse tout de suite. Tu ne peux plus aller et venir à ta guise. Tu ne peux pas décider quand ça te arrange. Ce n'est pas un cadeau qu'on peut distribuer pour sauver les apparences. C'est mon fils, et tu lui parleras quand je dirai qu'il est prêt. La bouche d'Alina s'ouvrit et se referma, son visage blême. Céline lui prit le bras, mais elle se dégagea, les yeux fixés sur Mika. Pour la première fois, j'ai lu quelque chose qui ressemblait à du regret dans ses yeux. Mais c'était trop tard. Trop tard pour des excuses timides ou des promesses en l'air. L'infirmière est alors entrée, sa présence me rappelant discrètement qu'il s'agissait d'un lieu de guérison, et non d'un champ de bataille. « Excusez-moi », a-t-elle dit doucement mais fermement. « Mika a besoin de repos. Vous devez sortir maintenant. » J'ai hoché la tête, reconnaissante du répit. « Merci », ai-je dit d'une voix étranglée par l'épuisement. Alors qu'il se retournait pour partir, Alina s'est arrêtée, la main sur le chambranle de la porte. « Je n'avais pas voulu que cela arrive », a-t-elle dit d'une voix à peine murmurée. Je l'ai regardée, la femme avec qui j'avais cru passer ma vie, et je n'ai ressenti qu'une douleur sourde. « Mais c'est arrivé », ai-je répondu. « Et maintenant, nous devons tous vivre avec. » La porte s'est refermée derrière eux, me laissant seul avec le bip régulier des moniteurs et le léger murmure de la respiration de Mika. Je me suis affalé dans mon fauteuil, le cœur lourd, mais résolu. J'avais fixé mes limites. J'avais fait mon choix. Et quoi qu'il advienne, j'y ferai face pour lui. J'ai pris la main de Mika et je l'ai serré fort. « Bon, on est juste toi et moi maintenant, mon pote », ai-je murmuré. « Bon, on verra le reste plus tard. » Et à cet instant, alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, j'ai ressenti une force que je ne savais pas encore posséder. Pour Mika, j'affronterai tout, parce que c'est ce que font les pères. Parce que c'est ce qu'il méritait. Et je ne le laisserai jamais oublier ça. Les jours qui ont suivi ont été comme une tempête. À chaque instant, un tourbillon d'avocats, de médecins et de paperasses. J'avais toujours pensé que les hôpitaux étaient l'endroit où l'on allait pour guérir. Mais maintenant, c'était comme une salle d'attente pour le reste de ma vie. Un entre-deux où chaque décision menaçait de bouleverser tout ce que j'avais lutté pour protéger. Mais à mesure que les heures passaient et que les forces de Mika grandissaient, je sentais une autre détermination s'installer dans ma poitrine. Je n'étais plus seulement là pour le maintenir en vie. J'étais là pour m'assurer qu'il ne se sentirait plus jamais comme un fardeau, comme une pensée après coup, comme quelqu'un qu'on pouvait mettre de côté pour une fête. Et cela impliquait de tout abandonner. Même les morceaux de ma vie qui me semblaient autrefois essentiels. À commencer par la paperasse. Une pile de formulaires plus épaisse que n'importe quel manuel que j'avais jamais enseigné. Chacun me rappelait la vie compliquée que j'avais construite avec Alina. Les papiers du divorce sont arrivés avec un coup de poing poli d'un coursier qui ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Je n'ai pas bronché en voyant sa signature. Le nom d'Alina écrit avec cette élégante écriture en boucle qu'elle utilisait toujours sur les remerciements et les invitations à dîner. Elle n'avait même pas pris la peine d'appeler. Aucune explication, aucune excuse, juste sa signature sur un document qui semblait être le dernier clou dans le cercueil de la vie que je pensais que nous partagerions. J'ai signé mon nom sous le sien, la main ferme, même si j'avais l'impression qu'on me déchirait le cœur. Mais lorsque l'épingle a quitté le papier, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Une oppression que je n'avais même pas conscience d'avoir portée. Pendant si longtemps, j'avais vécu à la limite de ses attentes. Toujours à essayer d'être suffisant. Un mari suffisant, un soutien suffisant, un homme suffisant pour la rendre heureuse. Mais en rendant les papiers à l'avocat, j'ai su que j'avais enfin arrêté. J'en avais assez de la laisser me définir. Et j'avais l'impression de respirer pour la première fois depuis des années. Son avocat a essayé de se battre pour la garde, de me dépeindre comme le père instable, incapable d'assumer cette responsabilité. Mais dès que j'ai montré la déclaration de Mika, son écriture tremblante et tachée de larmes qui disait la vérité, la dispute était terminée avant même d'avoir commencé. L'avocat d'Alina est devenu pâle, ses arguments vacillant à la lecture des mots que Mika avait fait défiler sur ce lit d'hôpital. Maman m'a dit de partir. Elle ne voulait pas de moi à la maison. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai même pas souri. J'ai juste observé le visage du juge lorsqu'il a compris qui était vraiment Alina. Et lorsqu'il m'a accordé la garde exclusive avec droit de visite surveillée pour son évaluation psychologique, j'ai ressenti une paix intérieure profonde qu'aucun argent ni aucune influence ne pouvait altérer. Ses parents,
bien sûr, ont essayé d'intervenir. Ils ont appelé, menacé de me retirer toute aide financière, m'ont prévenu que je serais livré à moi-même. Je n'ai pas protesté. Je les ai simplement remerciés pour leur temps et j'ai raccroché. Et à cet instant, debout au milieu du petit appartement loué où j'avais emménagé près de la nouvelle école de Mika, je me suis senti plus libre que je ne l'avais été depuis des années. Qu'ils retirent leur argent. Qu'ils gardent leur fête et leur image soignée. Il n'avait jamais donné à Mika ce dont il avait le plus besoin, un endroit sur où être lui-même. Je le lui offrirais, même si cela impliquait de renoncer à tout le reste. J'ai vendu la maison une semaine plus tard. La maison que j'avais autrefois imaginée pour accueillir tous les anniversaires, tous les Noëls, tous les repas de famille. J'avais passé des années à essayer de la rendre chaleureuse, mais elle avait toujours ressemblé à une salle d'exposition, un endroit pour impressionner les invités, pas pour fonder une famille. J'avais emballé nos affaires et nos cartons étiquetés, à garder, à donner, et à jeter. Chaque étiquette était une reconnaissance discrète de la vie que nous avions laissée derrière nous. J'avais conservé le matériel de camping que nous avions utilisé dans le jardin, le télescope que nous avions partagé sous 1 million d'étoiles, les kits scientifiques qui encombraient le plan de travail de la cuisine. Tout le reste, sa vaisselle design, ses œuvres d'art soigneusement sélectionnées, ces meubles qui lui avaient toujours semblé trop fragiles pour s'asseoir dessus. Je n'en avais pas besoin. Mika non plus. Ce dont nous avions besoin, c'était l'un de l'autre. Le nouvel endroit était plus petit, les murs un peu éraflés, la cuisine un peu exiguë, mais il avait vue sur le parc. Et le premier matin, Mika et moi étions debout à la fenêtre, notre souffle embuant la vitre, à regarder les enfants jouer sur les balançoires. Il a levé les yeux vers moi, les yeux plus brillants qu'ils ne l'avaient été depuis des semaines, et a souri. « On peut y aller, papa ?» demanda-t-il d'une voix pleine d'espoir. Je lui ai bourriffé les cheveux, le cœur gros. « Ouais, mon pote. On peut y aller. » Et comme ça, j'ai su que tout irait bien. J'ai pris des boulots d'enseignante supplémentaire, participé à des activités scientifiques après l'école et donné des cours particuliers le week-end pour joindre les deux bouts. Ce n'était pas facile. Certains soirs, je m'écroulais au lit, tellement épuisé que j'avais du mal à garder les yeux ouverts. Mais chaque fois que j'entendais le rire de Mika résonner dans notre petit appartement, je savais que ça en valait la peine. Chaque fois que je le voyais assis à la table de la cuisine, le front plissé par la concentration, devant une maquette de fusée ou un problème de maths, je savais que j'avais fait le bon choix. Fini les fêtes chic, le salon impeccablement agencé, les vêtements de marque, mais nous avions mieux, la paix, l'amour et la certitude tranquille que nous étions suffisants. Un soir, alors que je corrigeais des copies à la table de la cuisine, Mika s'est assis en face de moi, les jambes ballantes sous sa chaise. Il travaillait sur un dessin, une fusée décollant dans un ciel étoilé, le mot « papa » défilant sur le côté en grosses lettres. Il le brandit, un large sourire fier. « Regarde, papa, c'est nous. On va sur la Lune. » Je lui pris le papier, la gorge serrée. « Ouais, mon pote, dis-je d'une voix pâteuse. On va sur la Lune. » On l'accrocha au frigo, la première décoration de notre nouvelle maison. Pas d'œuvre d'art soignée, pas de mur de galerie soigneusement sélectionné, juste un dessin d'enfant qui en disait plus sur nous que n'importe quelle photographie. Ce soir-là, alors que je le bordais, il leva vers moi ses grands yeux marrons qui avaient toujours causé ma perte. « Papa, dit-il doucement. Tu n'es pas parti. » Ces mots me frappèrent comme une vague. Le souvenir de toutes ces fois où j'avais essayé d'être à la hauteur m'envahit. Tu es resté, même quand maman ne l'était pas. J'avalai ma salive en repoussant une boucle de son front. Je resterai toujours, dis-je d'une voix pleine de promesses. Toujours. Et à cet instant, je sus que j'avais enfin tout laissé tomber. Le mariage qui n'avait jamais été réel, les attentes qui n'avaient jamais été à la hauteur, la vie qui avait toujours été davantage une question de performance que de famille. J'avais lâché tous les doutes qui m'avaient fait douter de ma valeur paternelle. Tous les mensonges qui m'avaient donné l'impression de ne pas être à la hauteur. J'avais tout laissé tomber. Et ce qui restait était la seule chose qui comptait. Mika, mon fils, mon cœur, ma raison de me battre. Le monde à l'extérieur de cette fenêtre allait encore trop vite, exigeait encore trop. Mais dans ce petit appartement aux murs éraflés et aux dessins collés, nous construisions quelque chose de nouveau, de réel, quelque chose que personne ne pourrait nous enlever. Et je savais avec une certitude qui me donnait l'impression de rentrer à la maison, que j'avais fait le bon choix. Que peu importent les difficultés,
peu importe le nombre de nuits blanches qui nous attendaient, tout irait bien. Parce que nous étions là l'un pour l'autre, parce que je n'avais jamais cessé de le choisir. Et c'était suffisant. Ce serait toujours suffisant. Mika guérissait lentement. Chaque jour, les bleus sur ses bras s'estompaient. Les fils et les tubes disparaissaient un à un, et l'étincelle dans ses yeux revenait. Il portait encore des cicatrices, des minuscules sur son front et d'autres plus grandes, invisibles, dont je savais qu'elles mettraient plus de temps à guérir. Mais chaque matin, il m'accueillait avec un sourire, parfois de travers, parfois éclatant et provocateur, et je sentais le poids sur ma poitrine s'alléger un peu. Nous construisions des fusées ensemble dans le garage, son rire résonnant dans l'air tandis que nous comptions les jours avant le décollage. Nous jouions à des jeux de société sur la table de la cuisine, cette même table qui portait encore les éraflures dues au coup de crayon trop appuyé, la tête penchée sur des problèmes de maths. Il me posait des questions sur les étoiles la nuit, et je ressortais le vieux télescope du déménagement, le dépoussiérant comme une promesse faite il y a longtemps. On s'asseyait ensemble sous une couverture de constellations, et il me montrait celles qu'il avait apprises à l'école, celles que je lui avais enseignées. Une nuit, alors que le monde dormait, il se tourna vers moi, les yeux brillants sous la lueur du lampadaire filtrant à travers les rideaux. « Papa, murmura-t-il, tu n'es pas parti. Même quand maman est partie. » Mon cœur se serra, mais je ne détournai pas le regard. Je le serrai contre moi, la main posée sur sa tête. « Je resterai toujours, murmurai-je. Toujours. » Et je le pensais. De tout mon être, je le pensais. Fini les dîners chics. Fini les fêtes où il était une pensée secondaire. Juste nous. Désordonnés, authentiques et parfaits dans tous les domaines qui comptaient. Nous n'avions pas besoin de public. Nous n'avions pas besoin d'approbation. Nous avions besoin l'un de l'autre. Et c'était suffisant. Nous regardions les étoiles, deux survivants d'un monde qui avait tenté de nous briser. Et dans le silence entre nous, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. La respiration de Mika s'est calmée, sa tête reposait sur mon épaule, et j'ai fermé les yeux, m'accrochant à l'instant présent, m'accrochant à lui, m'accrochant à nous. Et tandis que la nuit avançait, je savais au plus profond de moi que tout irait bien. Car quoi qu'il advienne, je n'avais jamais cessé de le choisir.